Je suis cofondateur d'Agora Alliance. Donc, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire qui a pour sujet comment réussir un pivot dans l'industrie manufacturière. Donc, c'est un vaste sujet du fait, bien sûr, de cette pandémie qui a un caractère totalement inédit pour l'ensemble des industries, mais notamment dans le domaine de l'industrie manufacturière. Je vais vous demander en préalable de couper vos micros pour ceux qui les ont activés ou vos vidéos, de couper donc l'ensemble pour éviter les bruits qui pourraient brouiller la netteté du son, sachant qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin des interventions de nos panélistes. Et puis, vous informez que cette session est enregistrée. Donc, vous êtes en capacité plus tard de pouvoir revisionner cette session sur les espaces sociaux d'Agora Alliance, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Donc, en introduction, donc Agora Alliance, c'est un incubateur qui est dédié aux entrepreneurs venus d'ailleurs, donc notamment tous les entrepreneurs qui ont traversé l'Atlantique ou le Pacifique ou qui ont pu remonter l'ensemble du continent américain. On a vocation, à travers cet incubateur, à accompagner des entreprises de tout secteur d'activité à travers toute une gamme de services pour augmenter les chances de succès de ces entrepreneurs qui apportent des expériences et des compétences d'ailleurs et qui favorisent la création de l'emploi ici au Québec et au Canada de façon plus large. Donc, une vraie opportunité compte tenu notamment de la situation économique que nous sommes en train de vivre et que nous allons traverser pour encore quelques semaines ou quelques mois. Tout le monde le pense. Donc, je vais commencer par accueillir nos panélistes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Amel Bouaza et Benoît Cormier. Donc, je vais commencer par te présenter, Amel. Donc, Amel est venue d'ailleurs, elle est venue d'Algérie. Elle a eu un diplôme à HEC Alger, donc dans le domaine du développement commercial. Elle a assumé des responsabilités commerciales dans des groupes de pharmaceutiques et de chimie de spécialité. Et ensuite, elle a été agente. Amel, tu as représenté plusieurs entreprises de premier plan dans l'industrie à la fois de la chimie et de la pharmacie. Et puis un jour, tu as décidé de venir au Canada. Une petite adaptation, je dirais, de 3 années. Et puis très vite, tu as décidé de rejoindre Kanzi Pharma pour faire le repositionnement stratégique de l'activité, mais aussi ouvrir la première usine ici au Québec. Et puis, tu y travailles depuis 2007, si j'ai bonne mémoire. Et puis, vu que tu es une femme très active, mère de 3 enfants, tu fais des arts martiaux, du karaté, je crois me souvenir. Et puis, au-delà de cette activité, tu as décidé de créer 3 autres sociétés ou de confonder 3 autres sociétés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une guerrière parmi nous, une entrepreneur aguerrie. Donc, merci à Amel de venir témoigner ici. On va parler de comment tu as accepté, entre guillemets, cette nouvelle situation et comment tu as pivoté dans tes activités. Et puis, Benoît, donc Benoît Cormier, bienvenue Benoît aussi. Donc, Benoît, toi, tu es un diplômé dans le domaine de la logistique au sein du ministère de la Défense nationale. Tu as un bac en génie industriel, des compétences très pointues en marketing digital, valorisation des données certifiées par Google, ce qui n'est pas rien. Tu as occupé différents postes d'expertise et d'ingénierie dans le domaine privé, jusqu'au jour où tu as décidé de t'associer avec 2 autres personnes pour créer GLM Conseil, qui est devenu très rapidement une firme de premier plan ici au Québec, dans l'accompagnement des dirigeants, dans tout ce qu'on appelle la digitalisation, la transition numérique. Et aujourd'hui, on te doit des événements majeurs, le manufacturier.com, le manufacturier.québec et puis le salonbleu.ca qui a eu une édition très récemment qui a été un très fort succès. Donc vous voyez qu'on a à la fois, je dirais, Benoît qui va nous donner un panorama assez complet de l'industrie manufacturière ici au Québec et puis une expérience d'entrepreneur du côté d'Amel, sachant que nous avons quand même 2 entrepreneurs avec nous aujourd'hui. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par toi, Benoît. Si tu veux bien, à travers quelques petites questions qui vont très vite, je dirais poser un peu le contexte. C'est
voilà, on traverse une pandémie. Ça a été une surprise pour tout le monde. Ça a été, je dirais, un choc pour beaucoup d'industries. Hein. On a eu l'occasion de faire d'autres webinaires sur d'autres types de secteurs comme la restauration, les industries artistiques et culturelles qui sont très, très fortement touchées, le commerce de détail. Alors, c'est vrai que le manufacturing, enfin, l'industrie manufacturière a des capacités de rebond peut-être plus immédiates que des activités exposées au grand public. Mais moi, ce que je souhaiterais dans cette première question, c'est quelle est, selon ton expérience, où tu as une vision un peu globale de cette industrie, quel est l'état de l'industrie manufacturière aujourd'hui au lendemain de cette pandémie? Oui, ben, merci Jean-David. En fait, avant de trop rentrer dans le détail, là, je vais me retirer un peu. Tu sais, ce que je vais dire aujourd'hui, ça reste quand même mon point de vue. Tu sais, je n'ai pas la science infuse non plus. Tu sais, je ne viens pas avec des statistiques, des études non plus. Je pense que c'est discutable aussi. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a eu deux sortes d'entreprises ou deux, je vais appeler ça deux types de leadership qui s'est proposé. Là. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment fait le déni, que j'appelle, qui ont resté dans un mode très protectionniste, puis c'est important aussi de protéger le cash flow et tout, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas décidé d'aller dans les beaux sentiers. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit présentement, c'est que ceux qui ont décidé un peu d'explorer les nouveaux modèles ou de ne pas accepter finalement je dirais l'arrêt des activités, c'est eux qui vont en sortir gagnants présentement. Tu sais, on regarde rapidement, je vais passer les secteurs qui ont perdu et les secteurs qui ont gagné. Je vais aller assez rapidement. Là. Pour moi, l'aéronautique a été très perdant de ce qui vient de se produire. On parle de 30 de perte. Si on prend les manufactures au Québec, qui est une grosse grade dans l'aéronautique, mais les tiers 3, quand on parle d'un tiers 3, tiers 1 qui est le fabricant d'avions, tiers 2 qui est comme un intégrateur, mais le tiers 3 qui fabrique des pièces. On a beaucoup de tiers 3 au Québec. Eux autres, c'est plus de 70 de perte de vente. C'est sûr que ça l'a fait mal dans l'industrie. Les secteurs comme l'alimentaire, ça a bien été. Je pense que, je ne veux pas faire non plus de. Comme je vous dis, je ne peux pas généraliser parce qu'il y en a que ça a moins bien été, mais en général, c'est ce qu'on voit. Les entreprises manufacturières qui avaient plus de 30 de revenus en lien avec des services. Par exemple, je fabrique je dis n'importe quoi, un stage, puis ce stage-là, je dois aller l'installer lors d'un événement, puis de gérer toute la certification, finalement. Eux autres ont été très pénalisés. Pourquoi? Parce que les activités externes à l'entreprise ont été limitées, puis on ne peut pas contrôler l'externe de l'entreprise. Ça veut dire qu'eux ont eu un peu de rush. Il y a 2 semaines, je vous aurais dit que les entreprises dans le domaine du luxe et tout ce qui est les produits discrétionnaires étaient pénalisées, mais en fait, c'est le contraire. J'ai été un peu démenti. Tout ce qui est l'industrie des cuisines, l'industrie on va dire de la création, l'exemple, même le plein air, l'industrie des kayaks, exemple, ceux qui fabriquaient des produits de plein air, ou de luxe, qu'on appelle. Eux autres, ces contrats sont en flèche. Exemple, Stemopro à Shawinigan, qui fabrique des tabourets, des tables en métal et tout, qui sont hyper luxueux. Amisco, en fait, c'est le groupe Amisco. Eux autres, c'est une croissance phénoménale qui est en train de se produire. Il y a les gagnants aussi, je vais laisser tantôt Amel pour en parler, mais l'industrie pharmaceutique, l'industrie peut-être plus en lien avec le packaging, la santé, ceux qui ont réussi à se retourner et à faire un pivot intéressant, eux, ils ont une croissance, je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, mais ça reste, encore une fois, c'est que ceux qui se sont entrés sur le service client, qui ont essayé de débattre des nouveaux sentiers, ils se sont très bien positionnés, tandis qu'il y en a que ça a été un peu plus dur, puis ça risque d'être de plus en plus dur pour ceux qui ont décidé d'être dans le déni. Quand je dis le déni, juste pour justifier peut-être Jean-David, quand j'appelle le déni, c'est ceux qui ont décidé d'externaliser un peu le travail, puis ils se sont contentés de s'en aller vers la vidéoconférence, puis ça, pour eux, c'était un premier pivot ou un virage numérique. Mais de faire de la vidéoconférence, c'est pas un virage numérique pour une entreprise. Il y a plus loin que ça. Ouais. OK. Oui. Non, c'est vrai qu'on perçoit, comme tu dis, encore du déni aujourd'hui, hein, alors qu'on est très avancé dans la pandémie. On espère plutôt vers la fin. Mais aussi, ça dépend aussi sûrement de la capacité des entreprises, de la taille des entreprises, hein, qui ont plus de moyens, plus de trésorerie ou moins de trésorerie. Et c'est vrai que le pivot ou l'acceptation dépend aussi des moyens des entreprises. Pour faire le lien par rapport à ces moyens, on a vu que très rapidement, le Québec et le Canada au sens large ont réagi assez rapidement, hein, quand on compare avec l'Europe, où il y a eu des pays qui ont pris conscience plus tardivement qu'il était important de soutenir à la fois l'offre et la demande, hein, parce que la particularité de cette crise, c'est que c'est à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. On a vu surgir beaucoup d'aides gouvernementales, provinciales ou fédérales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a certaines qui te paraissent très importantes? Est-ce que, d'après toi, les choses ont été faites suffisamment rapidement, suffisamment massivement
pour soutenir justement cette offre et cette demande? Oui. En fait, je vais prendre la parole au nom peut-être plus de mes clients qu'au nom de moi-même, parce que nous, notre côté, c'est un peu différent de la COVID dans l'industrie du numérique, la transformation, ça a augmenté notre volume considérablement. C'est sûr que la PCU, en fait, qu'on a entendu parler, est peut-être nuisible présentement. Au début, on était contents, les étudiants ont le droit à la PCU, tout le monde, c'est un programme qui donnait en fait de l'argent pour ceux qui restaient à la maison sans que l'employeur ait à débourser. Sauf que là, le gouvernement a décidé de prolonger la PCU. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les manufacturiers qui ont besoin de main-d'œuvre un peu moins qualifiée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas travailler, ces gens-là. Donc là, présentement, il y a comme une pénurie de main-d'œuvre qui, en fait, elle est disponible, la main-d'œuvre, mais elle ne veut pas travailler. Puis je pense qu'Amel, tu as plus cette réalité-là que moi. C'est sûr que nous, nos gens ont des maîtrises ou des doctorats et tout. Eux, ils veulent travailler présentement. La PCU est une perte de revenus, mais pour certains, c'est peut-être même un gain en revenus. Il y a le PACME aussi qui a passé. En fait, peut-être pour finir pour la PCU, si on regarde en Allemagne, le modèle allemand, ce qui est intéressant, au lieu que ce soit le gouvernement ou des services, des paliers, en fait, comme le Conseil du Trésor et les Services Québec, exemple, qui l'ont opéré, en Allemagne, il a été opéré par les employeurs. Ça veut dire que l'employeur pouvait décider de garder la main-d'œuvre au lieu de la laisser sa PCU, puis il y avait un droit de veto, tu sais, qu'on dit. Là. Je ne veux pas rentrer non plus dans les détails parce que je ne suis pas non plus établi en Allemagne. Il y a le PACME aussi qui est sorti pour les formations. On parlait de 100% de la formation. En fait, encore là, il y a beaucoup de manufacturiers qui ont voulu prendre le temps de faire une stratégie avant, revoir un peu la stratégie de l'entreprise. Puis ils ont dépassé à peu près 2 à 3 semaines pour faire le dépôt, pour avoir accès à ces aides financières-là. Mais en fait, l'enveloppe, elle s'est comme volatilisée à une vitesse tellement phénoménale qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas eu accès. C'est un peu triste, là, présentement, ce qu'on voit. Là, nous, dans le cas, dans ce que je consulte, il y a à peu près 40% de mes clients qui ont eu accès à la PCU, puis c'est ceux qui ont déposé dans le PACME qui ont déposé dans la 2e semaine. C'est-à-dire, on avait 2 semaines pour, gérer l'entreprise, faire les coupures, protéger le cash flow, gérer les plans de transformation, les plans de formation, faire les dépôts, rencontrer les fournisseurs. Tu sais. Je crois que le délai qui a été laissé aux entreprises a été bon en termes de vitesse de déployer des sous, mais à la vitesse que l'enveloppe s'est volatilisée, c'est un peu... J'aimerais avoir un décompte, finalement, elle est allée où cet argent-là présentement? Ça serait vraiment bien comme citoyen ou même comme entrepreneur de le voir. Là. Ensuite, pour ceux qui voulaient prendre le virage numérique, ce qui est le fun, par contre, le ministère de l'Économie au Québec a continué à proposer des programmes comme le PME en action, les Audi 4.0, les programmes d'innovation. Quand on parle d'Audi 4.0, c'est un programme qui est subventionné à 80% pour planifier le virage numérique. Puis ensuite, tout ce qui est le déploiement du virage, de déployer de la performance en organisation, bien, il y a le PME en action qui va jusqu'à 40%. Donc, les entreprises qui ont quand même profité du ralentissement pour investir dans l'efficacité de leurs opérations. Tu sais. Ensuite, il y a le fédéral, le 75% pour la main-d'œuvre, que je pense que tout le monde a travaillé là-dessus. Au début, qui était un petit peu orienté pour la grosse entreprise un peu en décroissance, c'était bien, ça payait 75% des salaires avec un montant maximum. Mais les petites entreprises en croissance, ou même les grandes entreprises en croissance, eux, n'avaient pas le droit parce qu'il fallait voir un impact sur les ventes. Ce qui est un peu malheureux. C'est comme des fois d'encourager un bateau qui coule au lieu d'encourager une fusée. Mais ça a été pas mal réajusté. Je ne veux pas me mettre les doigts là-dedans parce que je ne le connais pas assez, le programme, autre que l'avoir utilisé pour la main-d'œuvre chez nous. Puis l'aide au loyer, ça a été très bien reçu. Il y a beaucoup de manufacturiers en région là, que le loyer avait un gros impact finalement sur leurs frais fixes. Puis présentement, je ne veux pas non plus rentrer dans le détail du programme, mais les manufacturiers présentement qui avaient des problèmes avec le paiement du loyer, puis ça avait un impact sur la rentabilité. Il y a vraiment un programme qui a été mis en place là, pour aider à payer le loyer, qui est intéressant, sous forme de prêt, sous forme d'avance aussi. Ça peut être bien. Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est le top, je dirais, les gros programmes là, que les manufacturiers ont pas mal utilisés. Là. À moins qu'Amel, tu avais d'autres programmes que toi, tu as vécu de ton côté, sûrement, en fait. Là. Elle nous dira ça, elle nous dira ça. Mais donc, effectivement, il y a eu, comme tu les évoques très bien, plusieurs aides qui ont été déployées assez rapidement et qui ont eu tellement de succès des fois que les enveloppes ont disparu très vite. Donc, toi, qu'est-ce que tu observes? C'est-à-dire que par rapport à ces moyens qu'ont pu avoir les entreprises supplémentaires, est-ce que tu vois poindre en fait les stratégies qui te paraissent gagnantes du côté des entreprises? C'est-à-dire comment les entreprises ont pivoté, se sont adaptées à cette nouvelle réalité avec ces moyens financiers, mais aussi avec leurs propres moyens et leur propre, je dirais, capacité interne. Est-ce que tu vois se dessiner quelques stratégies gagnantes?
En fait, là, je vais mettre vraiment macro dans la question. Là. Je pense que ceux qui ont gardé l'humain au centre de tout ce qu'ils ont fait, là, ça a vraiment eu un impact, puis ça paraît. Tu sais, oui, c'est important, là, tu sais, les 10 règles, là, tu sais, le leader, ne pas paniquer, le cash is king, couper vite toutes les vives, puis tu sais, arrêter de dépenser ici et ça. Tu sais, on pourrait en nommer 10 règles faciles. Mais ceux qui ont réussi à garder contact avec leurs employés, qui ont réussi, même s'ils ont dû les mettre à pied, on va dire ça comme ça temporairement, euh, je pense que la meilleure solution d'un, c'était ça. Tu sais, ensuite, deuxième, c'est de parler aux clients, parce que les clients aussi sont humains. Oui, la chaîne de valeur, elle a dû se consolider dans les dernières semaines, puis c'est encore plus important dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'il fallait éviter d'être dans le secret et de ne pas parler de ses problèmes ou de ses enjeux à notre chaîne de valeur. Quand je dis chaîne de valeur, c'est clients, fournisseurs, transport, tous les gens qui sont dans votre écosystème finalement. Parce que je pense que la transparence, elle n'a jamais été plus mise sur la table que jamais. Puis les entreprises qui ont réussi à s'en sortir, c'est ceux qui ont travaillé avec la chaîne de valeur, qui ne se sont pas juste centrés sur leur cash flow. Hein. Okay. Il y a un autre point qui est important là, avec l'humain là-dedans, c'est que là, présentement, il y a des employeurs qu'il y avait un peu des symptômes que ça allait pas bien avec la gestion de la main-d'œuvre, la gestion des employés ou même des partenaires. Pendant le COVID, qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, ça l'a permis à beaucoup d'employés de reprendre des postes ailleurs ils en ont profité. Tu sais, les entreprises, en fait, qui ont réussi le virage présentement pendant la COVID ou le pivot, pour moi, c'est sûr que d'un, ont réussi à garder leur main-d'œuvre pendant cette pandémie-là, parce que c'est ça qui a été le plus dur. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été liquidées, là, pas en termes de clients, mais en termes d'employés. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si tes ventes ont augmenté, parce qu'il y en a beaucoup que les ventes ont augmenté pendant le COVID pour le carnet, pour l'après-pandémie, mais si tu n'as pas réussi à garder ta main-d'œuvre, comment tu vas faire pour livrer avec de la nouvelle main-d'œuvre, des nouveaux processus peut-être, avec pas d'expérience, c'est assez drastique. Là. Ensuite, bien, il y a tous ceux qui ont décidé de créer une nouvelle stratégie, une nouvelle création de valeur. Tu sais, je prends les entreprises, là, puis, je ne sais pas pendant la pandémie qu'ils ont fait, mais je donne un exemple, les Vention ou les FlexPipe, où que ces entreprises-là ont commencé à externaliser finalement la partie soumission, la partie configurateur de produits, ou de simplifier les processus finalement. Ça, c'est sûr que ceux qui ont investi finalement dans l'optimisation de la chaîne de valeur du client à leur entreprise, ça a eu un gros gain bénéfique. Là. Ça, c'est sûr. Okay. Mais je reviens, j'ai de la misère à parler de stratégie sans parler de l'humain dans la question que tu me poses, parce que je dirais que le plus gros impact présentement, c'est vraiment ceux qui sont en train de perdre des humains et qui se rendent compte que la gouvernance de l'entreprise, finalement, ne tenait qu'à un fil suite à une pandémie. Oui. Et après, je souhaiterais avoir ta précision, parce que tu es un expert dans le domaine du numérique et de la transition numérique. Est-ce que là-dessus, tu vois aussi des prises de conscience accélérées, des investissements dans certains domaines du numérique qui n'auraient pas eu lieu aussi rapidement, tout du moins, s'il n'y avait pas eu cette pandémie? En fait, oui, la réponse c'est oui, mais ceux qui avaient commencé avant la pandémie ont accéléré. Tu sais, il y a un gap. C'est comme les riches et les pauvres, souvent qu'on dit, il y a un gap qui se crée. Mais dans la transformation numérique, c'est pareil. Ceux qui présentement, en fait, pensent que la transformation numérique, c'est d'acheter un logiciel, bien, c'est sûr que tu t'en vas vers un échec. Tu sais, la transformation numérique, c'est une éducation de ton organisation, de tes partenaires, tes fournisseurs. Tu ne peux pas être meilleur que tes fournisseurs, tes partenaires dans cette transformation-là. Tu sais. Elle doit s'éduquer dans toute la chaîne de valeur. Puis le gros défi, c'est une gouvernance, cette transformation numérique. Tu sais, c'est pas d'implanter un logiciel, mais c'est d'implanter des processus, et après ça, des automatismes, puis de se servir de leviers numériques par après. Ceux qui ont décidé de prendre le virage numérique sans stratégie rapidement pendant le COVID, pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. On se fait à croire qu'on est en train de vivre une transformation. Il y a beaucoup d'humains à travers une transformation numérique. C'est clair. Par contre, peut-être pour ajouter un plan, il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'étaient pas sur Alibaba, qui n'étaient pas sur Amazon, qui n'étaient pas en commerce en ligne, qui n'étaient pas sur les marketplaces. Exemple, je prends Chandelle Tradition ici là, à Saint-Constant. Chandelle Tradition, ils se sont rendus compte que sur Alibaba, ça peut devenir son plus grand client B2B d'achat de chandelles. Ils vendaient tout dans un réseau de distribution. Ils se sont rendus compte, OK, il y a vraiment des Indiens, des Chinois, des gens qui sont prêts à acheter pour revendre aux États-Unis des chandelles. Puis, je n'étais pas là encore, je n'étais pas sur le marketplace. Même dans la mécano-soudée, des entreprises là, dans la région de Joliette qui ont commencé à vendre sur des marketplaces comme Alibaba, on ne s'attendait pas. Là, on a peur des fois de ces plateformes-là, mais ça reste que quand un Américain investit dans un projet ou un Indien ou un Malaisien dans un projet d'infrastructure au Québec, il ne cherche pas le manufacturier sur Google, il le cherche dans des plateformes comme ça. Les plateformes sont faites pour ça. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, il y a des Américains qui viennent faire des projets au Québec quand on voudrait avoir quelqu'un local qui existe, mais qui n'est pas affiché sur le marketplace.
Il y en a beaucoup qui ont fait le virage vers ça dernièrement. OK. Ouais. Et bon, l'autre dimension, la dernière dimension sur laquelle j'aimerais t'interroger, c'est que d'après toi, quels sont les changements profonds qui vont perdurer au-delà de la pandémie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mesurer avec tes clients, avec les événements que tu animes Oui. ici au Québec, des choses où tu te dis, ça n'était pas le cas avant, c'est une nouvelle réalité, mais cette réalité va persister? Oui. En fait, je vais y aller, je vais te donner deux réponses. La première, c'est sûr que tout ce qui est le télétravail, les salons virtuels, les échanges en ligne, pour moi, ça ne peut pas arrêter. C'est tellement efficace pour ceux qui l'utilisent bien. Oui, l'humain, encore une fois, tu vas être avec l'humain, mais une fois que tu as un bon contact humain, tu n'as pas besoin d'aller dans un trade show en Italie de magasiner une machine quand réellement, de plus en plus, on va être capable on sauve des coûts énormément. Puis on l'a vécu avec le Salon Bleu. On a lancé une initiative pour aider les manufacturiers à se trouver entre eux au Québec pour consolider la chaîne de valeur. On ne se cachera pas, comme je te disais, Jean-David. Ce qui est arrivé, c'est on avait des demandes avec le manufacture.com, puis on redistribue aux gens. Puis on ne fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment de la collaboration avec notre communauté qu'on appelle. À un certain moment, pendant la pandémie, on a commencé à recevoir des demandes qu'on n'a jamais reçues dans le passé par des manufacturiers québécois, que leur chaîne d'approvisionnement avait été, il y a eu une rupture. Ils étaient capables de livrer les projets finaux. Exemple, de l'extrusion polyuréthane, des jobs bimatières usinés avec du plastique, caoutchouc collé ensemble. C'est tous des produits qu'au Québec, on ne fait plus réellement ou on ne vend pas. Bien, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu d'énormes demandes là-dedans. Ça veut dire que j'appelle ça le média social B2B au Québec est tellement sous-développé que c'est important parce qu'on a des usines qui sont fermées présentement, qui ont des machines qui ne roulent pas, qui pourraient servir à d'autres. Donc, c'est important qu'on consolide la fabrication au Québec, surtout un plan A ou peut-être un plan B. Mais dans le futur, je pense que chaque entreprise qui l'ont vécu dernièrement, sans nommer de nom, parce que je ne veux pas non plus nommer des noms là-dessus, je pense qu'ils l'ont vécu dur, puis c'est super important d'avoir un plan B ou un plan A au Québec, puis de s'assurer qu'il est fonctionnel, parce que tu peux pas... Tu sais, si ça revient la pandémie, puis tu as déjà eu une faute financière, ça ne va pas bien, bien, la deuxième, c'est peut-être la fin, c'est peut-être l'arrêt de l'entreprise aussi. Donc, il faut faire attention. Puis je pense que ça va être de plus en plus important de s'assurer que ta chaîne de valeur en approvisionnement soit faite ici. Ça, c'est clair. Donc, un plus grand usage des outils de communication à distance, une relocalisation, on peut dire, de certaines activités ici au Québec. On peut dire que c'est des choses qui s'ancrent de façon durable, en fait. Oui, puis les paradigmes ont changé aussi. Tu sais, on prend le cas d'un... Puis ça va être bien simple. Là. Exemple, une guérite. Tu sais, vous savez, c'est quoi, là? Tu sais, quand on arrive à une usine, des fois, il y a juste quelqu'un, en fait, qui est dans une roulotte, souvent dans les grosses usines pour des papiers, tout ça. Puis, bonjour, comment ça va? Oui, vos cartes, ici et ça. Donnez-moi le papier et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Tu sais, en remettant... On a gardé les agents de sécurité, mais les gens qui étaient ou les grilles, qui ont été remplacés tout simplement par une caméra puis un scan de fichiers. Tu sais, quand on parle d'accélération de transformation, c'est ça, mais des fois, c'est 11, 15 employés payés. C'est 1,5 million et plus par année qu'on vient d'enlever en mettant une caméra. Et, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi d'aller dans les nouveaux sentiers. Puis c'est des paradigmes, en fait. Hein. Tu sais, on pense qu'une caméra, exemple, ne peut pas remplacer un humain ou à moins 40, on va se faire dire que ça ne marche pas l'hiver, une caméra. Mais sur le pont de la 25, quand tu prends le tour, tu traverses, même si c'est moins 40 puis il neige, tu reçois quand même ton billet payant comme quoi tu as à payer le déplacement sur le pont. Tu sais. Je pense que les gens ont été plus ouverts à écouter les technologies qui vont permettre de simplifier la chaîne de valeur et de couper aux bonnes places, on va dire ça comme ça, ou de réinvestir aux bonnes places. Ouais. Alors, dernière interrogation que je me pose, c'est que c'est sûr que ça amène plus d'efficacité, plus de productivité sur certaines, je dirais, tâches à moindre valeur ajoutée, mais alors, je ne te demande pas une prévision parce qu'on n'a pas la boule de cristal, ni toi ni moi, mais comment tu vois la tendance de l'emploi au Québec dans les 2 prochaines années? Est-ce que tu sens que c'est clair qu'il va y avoir du chômage beaucoup plus important parce qu'on était en plein emploi juste avant la pandémie? Est-ce que tu perçois que dans le domaine industriel, ça va relancer suffisamment d'activités pour absorber ces pertes d'emploi à droite qu'on pourrait récupérer à gauche? Tu sais, Jean-David, j'ai de la misère à parler au nom des entreprises qui engagent beaucoup de gens avec peu de scolarité. Ça, tu sais, c'est très dur pour moi parce que je ne vis pas cette réalité-là. Je la vis avec mes clients, tu sais, j'en parle beaucoup avec mes clients, mais je pense que dans les domaines de pointe, c'est le contraire, on va encore manquer de main-d'œuvre. Ça, c'est clair. Tu sais, je veux dire, on s'entend aujourd'hui faire des soumissions avec des configurations. Tout s'en vient sur configurateur. Il y a une expérience numérique qui s'en vient. Puis ça, bien, des employés, on en a besoin dans ce domaine-là parce que le manufacturier doit commencer à arrêter de répéter des gestes.
Ça veut dire un manufacturier qui a encore des courriels, ça devrait plus exister dans 2-3 ans. Le courriel ne sera plus un outil décisionnel ou un processus dans une organisation. Pour la partie main-d'œuvre, avec ce qui se passe présentement à la PCU, quand la PCU va tomber, j'ai l'impression que le retour en emploi va se faire assez rapidement. Ça va se faire dans une semaine. Ce qui serait dommage, c'est qu'on attende. Je pense que les programmes ont changé tellement souvent dernièrement. Là, je pense qu'on peut encore les changer. Pourquoi qu'on ne pourrait pas revenir en arrière et commencer à reparler aux entreprises? C'est vraiment une pénalité qu'on a. Mais dans les prochains temps, est-ce que le chômage va augmenter et tout et tout? J'ai goût de vous dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises, des startups qui sont en train de se créer, qui vont embaucher avec des beaux modèles d'affaires. Je pense que le plein emploi va revenir, moi, après la pandémie. Ça, c'est mon avis à moi. Mais c'est sûr que présentement, je répète, là, mais je ne pense pas que la PCU aide le plein emploi. Je pense que c'est un peu un couteau à deux tranchants. Ouais. C'est dur. C'est une belle question qu'on pourrait en discuter longtemps. Je te pose la question parce que moi, je n'ai pas la réponse. Mais vous non plus, mais je pense que le plein emploi va revenir quand même. Puis je pense que les petits joueurs vont devenir plus gros, puis les gros joueurs, ça fait mal. Sauf que présentement, si le 75% aussi, c'est un peu dangereux. La grosse entreprise qui n'allait pas bien va bien maintenant parce que 75% de la main-d'œuvre. Quand tu vas arrêter la PCU, ces grosses entreprises-là vont peut-être mourir. Il y en a, là, on a vu des pâtés-papiers mourir à certaines époques, on a vu même des entreprises dans l'aluminium, on a vu, l'aluminium, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais encore une fois, l'inventaire est élevé. Il y a des secteurs que c'est des régions complètes qui vont être touchées quand ça va tomber. Puis d'un autre côté, tu as les nouvelles exploitations, le nouveau monde graphite à Saint-Michel-des-Champs, tu as le soya. Au Québec, il y a d'autres industries qui sont en train d'arriver qui vont permettre du plein emploi aussi. Donc, je pense que c'est le cycle de vie normal là, qui est en train de se produire. La sélection naturelle. Merci Benoît, écoute, c'était très riche. Tu nous as donné là, c'est un tour de force, un panorama assez large en quelques minutes, donc c'était vraiment très très enrichissant. Je vais maintenant passer à Amel. Donc Amel, tu es une entrepreneur toi aussi, venue d'ailleurs, donc c'est pour ça que tu as un profil qui intéresse tout particulièrement Agora Alliance dans le cadre de nos activités. Moi, ce que j'aimerais en première question, c'est de poser une question purement humaine, en fait. C'est quand la pandémie est arrivée, comment tu as réagi personnellement à cette situation, sachant que, je vais mettre un petit bémol, c'est que tu as quand même une particularité, c'est que la grande totalité de ton activité est à l'export. Est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs? Est-ce que tu as su un peu avant les autres ce qui était en train de se passer? Bonjour Jean-David, bonjour Anne-Solène et bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, pour votre excellent webinaire. En fait, et merci d'avoir pensé aux manufacturiers. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu d'abord comme tout autre citoyen. J'étais très soucieuse de la situation humaine qu'on avait vécue. Le nombre de décès qui s'annonçaient dans les médias nous inquiétait, on a eu peur, on était triste, on a eu peur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos employés aussi. Et donc c'était quand même d'abord une crise humanitaire, tout le monde s'en rappelle et il n'oubliera jamais. Et ensuite, quand le gouvernement a annoncé le confinement général, on était un peu confus, mais bon, on allait s'y mettre jusqu'à ce qu'on voit que Kenzie Midi Farm figure dans les entreprises qui offrent des services essentiels. Même si c'était à l'export, mais on fournit des additifs alimentaires pour les animaux d'élevage. Donc, c'est pour la nourriture. Et donc, on a gardé l'entreprise, j'ai pas hésité de sauter sur cette occasion, de garder l'entreprise ouverte. Sauf qu'on a doublé évidemment les mesures sécuritaires et sanitaires dans l'entreprise. On est déjà certifié JMP ACEP, donc on était déjà très strict dans les normes sanitaires, mais j'ai encore doublé en ajoutant une politique assez sévère, comme par exemple le refus des visiteurs, le refus des facteurs, l'entrée, sortie très régulée, puis les désinfectants partout, les distributeurs partout dans les murs, une alarme qui demande aux employés d'aller se laver les mains toutes les heures, une déclaration à l'entrée. Bref, j'ai fait quand même parmi les premières entreprises, et puis je l'ai annoncé même dans les réseaux sociaux pour que les clients et les partenaires le savent. Et puis bon, c'est comme ça. Donc, on a gardé l'usine ouverte parce qu'on avait des commandes déjà qu'on était en train d'exécuter pour l'étranger.
Mais une fois fini, je vous cache pas, c'était l'arrêt technique, l'arrêt drastique de l'usine. Donc, les clients avaient arrêté de commander, mais il y en a certains même qui ont annulé leur commande ou reporté la discussion sur leur commande. Donc c'était un arrêt complet. Les revenus ont baissé, puis nous, on n'avait pas dans l'idée, il n'était pas question qu'on mette en chômage nos employés. Il n'était pas question qu'on arrête de réfléchir et de rentrer au bureau. Il n'était pas question, c'était vraiment bizarre hein, dans les rues, là, quand je roulais à 7h30 le matin, je me retrouvais pratiquement toute seule hein, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Longueuil. Je faisais le trajet, je voyais juste la nature. Et donc, c'était quand même très, très, très lourd à vivre. Mais finalement, bon, on était contraints de venir et puis réfléchir ensemble comment sortir de la crise. Donc, les revenus ont baissé. Ben, il y a eu sûrement une perte à court terme, mais moi, il n'était pas question que je sacrifie mes employés parce que je les connais. Je sais quel genre d'employés j'ai. Ce pas des gens qui vont travailler à distance ou supporter le confinement. C'est des performants, ils seraient malheureux ailleurs. Donc, j'ai décidé de les garder. Puis juste après, il y a eu les aides gouvernementales, comme les 75%. Donc, c'était comme waouh, c'est parfait. Et puis voilà. Donc, on avait aussi gardé le rendez-vous pour notre audit. On avait un audit pour les normes GMP A7. C'est une condition pour entrer dans les marchés à l'étranger, ces normes-là. Et ces certificats. Et il fallait que je travaille pour cet audit-là. Et on a passé l'audit, ça s'est très très bien passé, on a eu d'excellentes notes et l'auditeur nous a même dit, vous êtes parmi les rares entreprises qui a gardé les rendez-vous. Alors, la plupart ont arrêté ou reporté, mais nous, on a maintenu le rendez-vous et puis on l'a eu vraiment haut la main. Et donc, il y avait ce défi-là. Et puis ensuite, bon, on a pensé à réorienter l'activité. Je pensais comment faire. Alors justement, c'est ma question qui vient juste après. C'est une fois que tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour que les conditions sanitaires de sécurité soient mises en place, honorer les commandes et, des affaires déjà engagées, quelle a été, parce que là, on est vraiment sur le sujet du pivot, quelles ont été les réflexions et le pivot que vous avez imaginé et bâti et dans quelles conditions vous l'avez bâti pour donner, je dirais, un nouveau souffle et surmonter cette difficulté de la pandémie au niveau de la société. Comment vous avez pivoté? Pardon. Oui, quand on rentrait au bureau, je me disais, il faut bien livrer quelque chose. Nous travaillons dans une usine, mais je ne rentre pas au bureau pour tourner les pouces ou il faut penser à réorienter l'activité. Jusqu'à ce que je reçois, et je pensais à quelque chose d'autre, jusqu'à ce que je reçois un courriel du gouvernement du Canada qui invite les industriels et les manufacturiers à donner main forte justement au système de santé puis au gouvernement pour aider à arrêter la propagation du virus. Et puis, il propose à chacun dans son domaine de nous proposer des services ou des produits. Puis là, bon, j'ai lu 2 fois, j'ai dit, bon, j'aurais tellement aimé aider, c'était dans le sens d'aider. Puis, je ne savais pas de quelle aide non plus, parce que c'était pour leur laisser l'usine ou j'avais aucune idée, est-ce que c'était une aide humanitaire ou c'est vraiment une business, j'avais pas d'idée claire. J'ai répondu, j'ai présenté l'entreprise et puis le soir même, un fonctionnaire du gouvernement fédéral m'appelle pour me dire que votre entreprise a pratiquement tout le potentiel pour nous aider et à protéger la santé des Canadiens, Canadiennes et des Canadiens et Canadiennes. Et qu'est-ce que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, voilà, comme vous avez vu, j'ai des 2 lignes de fabrication de solutions et d'émulsions, donc de forme liquide, et j'ai aussi une ligne de fabrication sèche en poudre. Donc, moi, je pense, dans le cas actuel, ça serait probablement le désinfectant. Moi, je pensais que j'étais la seule à penser à ça, là. Mais donc, voilà, j'ai pas été timide, et pourtant, j'ai eu des résistances ici, j'ai eu des résistances naturelles en fait, la crainte, etc. L'équipe n'était pas prête encore à dealer avec l'alcool et co. Mais j'ai pas opprimé mon idée, j'ai proposé. Puis bon, voilà, donc le monsieur était très enchanté, il m'a dit, vous avez déjà les capacités donc, de production. Allons-y avec ça. Il m'a proposé la procédure. J'ai suivi la procédure. Je suis partie chez Santé Canada. Ils m'ont donné
la licence d'exploitation, ensuite les NPN. J'ai eu 4 NPN, 4 différents produits. Et j'ai aussi la licence d'utilisation de l'alcool, parce que l'alcool, c'est très régulé. Et donc, voilà, après ça, après les NPN, il fallait, on a eu la formulation. C'est pour ça que j'ai eu l'aide d'entrepreneurs québécois, en fait. Hein. J'aimerais ça souligner ça. L'entraide pendant cette période-là a été au top. Mon réseau, ils étaient magnifiques. C'est un entrepreneur qui m'a aidé justement à trouver la bonne formule, etc. Et mon équipe chimiste ici ont validé le tout. On a fait les tests. Donc, il y avait ça. Et ensuite, bon, voilà, on a lancé la marque et on a déjà commencé à vendre. OK. Et donc, aujourd'hui, c'est combien de lignes de produits en fait, qui ont été lancées dans le cadre de ce pivot en fait? 2 lignes de formule liquide. OK. OK. Alors, ça m'amène en fait à cette réflexion parce qu'on peut dire que des fois, on a des pivots, je dirais, de situation, de circonstances, mais après, il y a des pivots qui deviennent des activités pérennes. Est-ce que dans ton cas, est-ce que ça se traduira par une ligne de produits qui va perdurer bien au-delà de la pandémie? En fait, Casimidi Farm n'a pas seulement les suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage. On est dans le cadre, quand on a développé avec l'Université de Guelph nos gammes sur la base de prébiotiques et probiotiques et naturels, on est parti dans 4 secteurs. La santé animale, la santé humaine pour tout ce qui est vitamines, la santé de l'environnement, tout ce qui est compostage. Donc, on a des produits pour le compostage, pour l'extraction des odeurs, etc., élimination des odeurs. Et on a aussi l'environnement, donc les désinfectants, mais pour les surfaces. Donc, on a des produits comme le Biozyme 54. C'est un produit, mais pour les surfaces, dans les fermes, dans certaines industries où il y a des odeurs, pour éliminer les odeurs et désinfecter les espaces. Okay. Donc, on est déjà dans une entreprise où elle peut avoir une deuxième gamme, troisième gamme. Donc, et le hand sanitizer, le désinfectant pour les mains est venu d'abord pour aider. Donc, je l'ai vendu en 4 litres au départ. Mais là, on voit qu'on s'adapte au marché. C'est comme si que ça devient une business. Évidemment, quand on investit dans une gamme, l'investissement ne va pas rentrer au bout de 4 mois, 5 mois, une année. Il va falloir passer des années pour récupérer l'investissement. Mais c'est sûr que c'est une gamme qui va rester et je protégerai. OK. Et est-ce qu'au-delà du lancement de ces gammes qui vont perdurer, est-ce que la pandémie a impacté de façon structurante la nature opérationnelle de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des changements qui sont importants et qui vont persister en fait? Oui, tout à fait. D'abord, ce sont 2 marchés différents. On était dans le B2B. Donc, moi, je fabriquais des produits de haute valeur ajoutée, donc des additifs qu'on ajoute dans la moulée de l'animal ou de l'eau à boire quand il s'agit de liquide. Et pour développer sa santé, pour améliorer son système immunitaire, son système digestif, etc., pour avoir une meilleure productivité, une meilleure reproductivité, etc. Et donc, le travail, en fait, la vente se faisait directement au distributeur, donc c'est le B2B. Et donc, je fabriquais sur commande. Alors, le distributeur, il avait son propre produit, sa propre gamme, sa propre étiquette. Et les pays exigent certaines choses, donc c'est vraiment étiquette par pays, par distributeur, et même les couleurs. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Parce que les goûts sont différents. Au Québec, ce n'est pas les goûts au Pérou. Ce n'est pas la même chose. Donc, là, c'est vraiment du sur-mesure. Par contre, le désinfectant, c'est de la production en masse. Et donc, c'est complètement différent. Ou bien le B2B, comme dans les municipalités, les hôpitaux, etc. Ou encore le B2C, qui est en train d'arriver là rapidement. Alors là, tout est différent, que ce soit dans les opérations, même dans la passation de commande, la passation le bon de production. Quand il s'agit sur mesure, le bon de commande ou l'heure de travail, en fait, il va de nom de client jusqu'à ce qu'il livre. Par contre, la chaîne en masse, c'est selon les besoins en général, la demande du marché. Donc, c'est vraiment différent. Les approvisionnements. J'ai de nouveaux maintenant, j'ai de nouveaux fournisseurs. C'est pas la même façon d'acheter l'alcool que d'acheter les vitamines. Dans les prix, les fixations des prix, le marketing lui-même.
dans le B2B, je n'avais pas le même marketing que j'ai maintenant. François Portier, il serait probablement un bon allié. Donc, le marketing ici dans le désinfectant, c'est complètement différent. C'est le réseau, c'est le online, c'est la mise en marché en ligne. Donc, c'est sûr que ça a changé. Puis pendant cette période-là, moi, j'ai recruté de nouvelles personnes aussi, donc qui ramènent d'autres expertises. J'ai une autre dans la qualité, j'ai un autre dans les ventes. Et donc, oui, ça a chamboulé un peu à l'interne et c'est tant mieux. Oui, alors, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu nous décris, c'est que, on va dire, hein, il y a un idéogramme asiatique qui dit que on représente par le même idéogramme la crise et l'opportunité. Et que dans chaque crise, il y a une opportunité. Donc là, tu es l'illustration parfaite de ça, dans le sens où, parce que tu as su pivoter avec tes équipes, vous avez découvert de nouvelles opportunités qui vont perdurer. Moi, j'ai une question, en fait, on parle souvent de modèle économique, de modèle d'affaires, et on parle de plus en plus de résilience de son modèle d'affaires, de son modèle économique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu perçois qu'à travers ces différentes actions, ces différentes stratégies d'adaptation, tu as consolidé la robustesse, la résilience de ton modèle d'affaires, de ton modèle économique? Alors, je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'on rencontre une nouvelle pandémie ou autre chose. Est-ce que tu as le sentiment que ton organisation sera beaucoup plus robuste du fait de cette expérience? Alors, plus on expose l'entreprise à des difficultés, plus elle est forte. C'est comme un système immunitaire. Plus elle est exposée à de la difficulté, plus elle est ouverte justement à la diversité. Ce qui a sauvé 15 Midi Farm, c'est le fait qu'elle soit justement ouverte à plusieurs types de pays, par exemple, plusieurs types de régions. La réglementation en Égypte n'est pas la même qu'en Pakistan, en Afghanistan. Elle n'est pas la même non plus qu'en Colombie. Donc, plus on est exposé à la difficulté, évidemment, plus on est fort et plus on est apte à réagir. Et particulièrement dans notre secteur, nous, on a déjà subi des épidémies, mais locales. On a vécu aussi des déluges, des catastrophes naturelles. Au Pérou, par exemple, on a perdu un gros client. C'était temporaire, mais on l'a quand même perdu en 2018 à cause d'un déluge qui a frappé le Pérou, le nord du Pérou, et qui a rasé les fermes. Et donc, les clients de mes clients étaient pratiquement dans une catastrophe naturelle. On a vécu ça très, très dur. Et là, j'étais contrainte à envoyer mon équipe en Égypte. C'est un bureau scientifique que nous avons là-bas pour aller aider les fermes qui avaient les animaux qui étaient encore en vie en leur donnant une certaine nutrition pour qu'ils puissent rester, pour sauver le reste de l'investissement de ces fermes. Donc, plus on est face à des situations comme ça et on trouve des réponses ou des solutions immédiates, plus on est fort. Et donc, j'ai maintenant cette expertise-là. Je peux aller emmener mes gens partout où il y a des problématiques comme ça. Okay. Il y a aussi les catastrophes, il y a aussi les guerres. Les guerres, j'ai passé par exemple 6 mois à monter un projet, des dossiers pour l'enregistrement de nos produits en Libye. Puis la guerre est arrivée, le ministère a brûlé, puis tout notre dossier a été brûlé. Donc il fallait trouver quelque chose d'autre que la Libye. Donc, il y a aussi l'incident qui est arrivé entre le Canada et l'Arabie Saoudite. Ouais. Les relations ont été interrompues. Moi, j'avais un gros client en Arabie Saoudite. On a arrêté les ventes en Arabie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher l'ami du Canada dans la région, qui était le Qatar. Et actuellement, c'est un très bon client. Donc, c'est plus on est ouvert au danger, plus c'est comme un enfant en fait. Ouais. Plus on le laisse, plus son système immunitaire se développe. Donc, toi en fait, c'est ça qui nous manque en fait au Québec, cette peur, cette crainte de perdre nos acquis et de ne pas aller vers ce qui fait… parce que ce système, effectivement, il est difficile ici, mais peut-être quelqu'un qui a vécu à l'étranger, qui a un peu cette capacité d'aller vers le risque. Mais plus on est ouvert, puis même dans nos équipes, plus on est diversifié à l'interne, plus on a des idées,
et plus on est capable à répondre à des demandes différentes de n'importe quelle place. Ouais. Donc, pour toi, la pandémie, c'est une crise parmi tant d'autres, en fait. Oui, oui, tout à fait. En fait. Alors, je voudrais faire un lien avec ce qu'a évoqué tout à l'heure Benoît. Il y avait deux aspects qui, à mon avis, seraient intéressants de voir comment ça a pu s'incarner chez toi. Il y a d'une part la partie digitalisation. Est-ce que ça a été un accélérateur de la digitalisation au sein de ton organisation? Et la deuxième question, la question de l'emploi, parce que lors d'un précédent webinaire, on avait pu percevoir que, en fait, c'est aussi une opportunité pour certaines entreprises d'acquérir de nouvelles compétences qui n'étaient pas disponibles quand le marché était très tendu avec le plein emploi partout. Là, en fait, le marché de l'emploi des gens avec des belles compétences sont peut-être plus ouverts à changer, à se tenter. Est-ce que ça a été, sur l'aspect ressources humaines, aussi une opportunité pour toi, une facilitation de recrutement de nouvelles compétences? C'était la meilleure période pour recruter. Okay. Moi, j'avais embauché quelqu'un dans la production comme superviseur de production. Je ne m'attendais pas à ce que l'Emploi Québec m'offre, je pense, une année, 75% de son salaire pendant une année. Et moi, je demandais comme d'habitude, je pense, 3 mois ou d'aide salariale et je me suis retrouvée avec une année. J'ai dit à tout le monde qui était autour de moi, allez-y, recrutez maintenant parce que c'est la meilleure période. Et si vous voulez former, c'était la meilleure période parce qu'il y avait des aides pour la formation aussi. Mais ce qu'il y avait aussi pendant cette période, j'avais un plan stratégique en 2019 où j'avais, parmi mes priorités, c'était l'automatisation, un investissement pour renouveler les équipements à l'intérieur. Et c'était le moment où il fallait vraiment accélérer avec ce projet-là. Donc, c'était pendant la crise que je devais vraiment sélectionner mes priorités. Et cette priorité-là, il fallait vraiment pas que je la quitte. Donc, j'ai appris aussi pendant cette période-là que quand on a des priorités, même si on a la difficulté, il ne faut vraiment pas lâcher les 3 premières priorités. L'investissement, donc, j'ai maintenu avec nos fournisseurs à l'étranger pour renouveler une ligne de production en poudre et une partie, la remplisseuse purement automatique, donc 100% automatique. Donc ça, je l'ai maintenu, puis j'ai demandé à les banques BDC, des banques d'accélérer en fait les procédures. Donc les ressources humaines, évidemment, pendant cette période-là, j'ai embauché 3 nouvelles personnes. Une nouvelle dans la contrôle qualité, un dans la supervision de la production, et un an les ventes pour le hand sanitizer. Ok. Donc, en fait, ce que je disais en introduction en te présentant que tu étais une guerrière, en fait, je ne me suis pas trompé, en fait. Toi, plus il y a la crise, plus… Ceinture bleue seulement. Je suis juste dans la ceinture bleue. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Amel, parce que c'était vraiment un super témoignage. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est pour, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, qu'on puisse leur donner la parole. Donc, que ce soit vis-à-vis de Benoît pour un peu le côté panorama industriel au sens large ou l'aspect particulier d'un pivot d'une entreprise qui a été très bien illustré par Amel. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, sachant que on va bien sûr répondre à d'autres questions si plus tard, lors des rediffusions de ce webinaire, on pourra toujours vous apporter des réponses. Voilà, donc on a quelques minutes si certaines personnes le souhaitent pour répondre à des questions. Il n'y en a pas. C'était très clair en fait. C'était très complet. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très complet. Hein. Je pense qu'en 1 heure, on a fait, même pas en 50 minutes, on a fait une belle performance. Écoutez, donc, moi, ce que je propose, on va peut-être conclure sur certaines précisions qu'on souhaitait apporter avec Anne-Solène sur Agoralliance. Donc, Agoralliance, en tant qu'incubateur, on a vocation justement à vous aider, notamment à travers un programme qu'on appelle le programme Pivot, à faire ce qu'a fait Amel, hein, c'est vous aider à réfléchir sur comment revalider ces hypothèses de marché, comment pivoter, se remettre en ordre de marche lorsque votre activité a été impactée, qu'il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une solution. Le tout, c'est de se prendre un peu le temps et l'énergie. Je pense qu'Amel sera d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser, il faut faire l'état des lieux, mais il y a toujours une solution. Donc, on a vocation à vous aider aussi dans ce domaine-là. Le fait, c'est que
on va animer d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Donc, restez connectés sur nos espaces sociaux. Donc, il y a une page Facebook Agoralliance et une page LinkedIn Agoralliance. On est là aussi pour vous apporter de l'assistance dans beaucoup d'autres sujets, que ce soit ce qu'évoquait Benoît tout à l'heure, la digitalisation. Donc, on a tout un programme sur l'aide à la digitalisation. On l'a vu dans un précédent webinaire que ça a été une prise de conscience fulgurante pour beaucoup de commerces de détail, de rentrer dans le domaine du e-commerce, d'avoir un site transactionnel. Certains avaient un peu du mal à se faire cette idée. Ben là, aujourd'hui, il n'y a plus de débat, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, soit on est capable de vendre à distance, soit on manque de robustesse dans son modèle économique. Donc, on vous invite à regarder notre site. Mais aussi, je souhaiterais conclure en remerciant vraiment chaleureusement et Amel et Benoît pour votre participation. Je pense qu'on a fait un webinaire très, très riche. Et puis, j'étais, moi, très, très sensible à vos parcours professionnels à l'un et à l'autre, parce que vous êtes tous les deux des gens déterminés, compétents, motivés, et d'entendre cet enthousiasme dans une période où on pourrait plutôt se dire on perd un peu le moral. Ben vous, non, vous, le moral, il est au top. Donc, ça fait du bien. Et donc, je vous remercie encore chaleureusement pour ça. Et puis, je vous dis donc à tous à très bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie physique, on va dire. Même si pour moi, je considère que le distanciel n'est pas du virtuel. Le distanciel est aussi réel que le physique. Il est distanciel, mais il n'a rien de virtuel. Vous voyez, aujourd'hui, on a échangé tous ensemble. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait du virtuel. On a partagé des vraies expériences dans la vraie réalité. Donc, merci Amel, encore une fois. C'était un vrai plaisir. Merci Benoît. Merci Jean-David. Et c'est vraiment un bon moment passé ensemble. À bientôt et bonne fin de journée. Merci. Au revoir Benoît. Au revoir Anne-Céleste. Bye bye tout le monde. Au revoir Jean-David. Merci. Au revoir.